thème ce soir nous amène à nous intéresser au monde du sport. C'est un thème de marché, bien sûr, qui est opéré notamment chez Montpensier Finance par Nicolas Kieffer, gérant chez Montpensier, qui est à mes côtés en plateau ce soir. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Vous gérez effectivement le fonds thématique sport chez Montpensier Finance. L'occasion notamment, pendant cette période de résultats d'entreprise, d'y voir un peu plus clair justement sur les messages des entreprises de cet univers du sport. On peut peut-être redéfinir votre univers d'investissement autour du sport, Nicolas, et quels sont les grands messages que vous en apportez, les résultats des entreprises emblématiques de cet univers du sport à l'issue du premier trimestre. Alors ce que je répète souvent, c'est, j'ai l'occasion sur ce plateau de le faire, c'est que le monde du sport, l'univers investissable du sport est bien plus large et profond qu'on ne le pense. On l'estime à 4 000 milliards de dollars dans le monde, avec des taux de croissance qui sont près de 7-8% sur les prochaines années. Donc c'est quand même 2 fois le PIB mondial. Et dans notre définition, donc on investit uniquement dans des sociétés extrêmement pures, très exposées à la thématique. Et dans notre univers, on n'a pas uniquement les équipementiers sportifs, qui représentent évidemment une partie assez large de notre univers investissable, mais également tout ce qui est pratique sportive, donc les clubs de sport, les domaines skiables, la nutrition sportive, et les activités de plein air. Et on a un troisième segment qui est également très important, qui est le sport professionnel. Quand les 2 premiers, l'équipementier et tout ce qui est pratique sportive, c'est plus sur le sport amateur. Là, on est sur la pratique le sport professionnel, où on va retrouver toute la chaîne de valeur du sport professionnel, que ce soit les organisations, les organisateurs d'événements, etc. Très clair. Une fois qu'on a cet univers, c'est vrai qu'on a une vision extrêmement large, surtout dans les saisons de publication qui sont très denses. Et effectivement, là, on a pratiquement passé les 80% de la saison de résultats. On sort d'une année 2022 qui était très compliquée pour le secteur et plus largement pour la conso discrétionnaire. Ça, on le sait. Il y avait beaucoup de questions à l'abord de cette saison de résultats et je pense que les sociétés ont pas mal répondu positivement à ces questions. On avait le premier souci, c'était les stocks. Toutes les sociétés étaient à des niveaux de stock qui étaient anormalement élevés. On connaît la guerre en Ukraine qui a totalement chamboulé le secteur, l'inflation des coûts, etc. Et donc, en 2022, les sociétés s'étaient retrouvées vraiment prises en étau entre une baisse des dépenses discrétionnaires, donc de la demande, et des coûts qui étaient très élevés et des stocks qui étaient très élevés qu'il fallait écouler et donc faire des promotions. Donc les marges étaient également pas mal impactées. On a été plutôt rassurés à ce niveau-là. Les sociétés montrent que les stocks sont encore à des niveaux assez élevés, mais qui sont graduellement en train de baisser et de retrouver des niveaux plus acceptables en ligne avec la croissance des ventes. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, il y avait des questions sur la demande, parce qu'effectivement, on parle de récession, etc. Est-ce que les dépenses discrétionnaires sont de retour, etc. Europe, US, c'est relativement bon, pas de grands changements. Là où on a une vraie inflexion, c'est sur l'Asie. On a la réouverture en Chine qui commence à se voir dans les chiffres assez fortement. Pas plus tard que ce matin, je regardais les chiffres du Labor Day, donc le 1er mai en Chine, qui est un bon indicateur justement des dépenses des consommateurs. Et on est sur des chiffres entre plus 30 et plus 40% par rapport à l'année dernière. Sur des bases de comparaison. Oui, par rapport à zéro, par rapport à néant. Mais voilà, on a un retour de la croissance en Chine, et même sur le Q1, on a vu que pas mal de sociétés qui sont présentes en Chine voyaient des taux de croissance assez forts en Chine. Donc ça, c'est un point qui est relativement important pour nous. Et ensuite, la chaîne d'approvisionnement, la supply chain est relativement détendue aujourd'hui. Voilà, on est retombé sur des... Dans les enquêtes auprès des entreprises, alors en Asie, je ne sais pas, mais en Europe, aux États-Unis, c'est plus un sujet. Voilà, exactement. On est sur une fluidité pratiquement normale pré-pandémique. Qu'est-ce qu'on peut dire Moi, ça m'intéresse beaucoup quand même, la couleur sur la demande finale dans ces secteurs de consommation discrétionnaire. On en parlait un peu avant dans la partie précédente. Le pricing power aussi qu'on peut avoir par rapport à cette demande discrétionnaire dans le monde du sport. Quand on consomme du sport, est-ce que c'est une dépense comme les autres ? Il y a un phénomène comment dire ? Oui, d'addiction au sport, on peut le dire comme ça, Nicolas. En tout cas, le bien-être, c'est quelque chose d'important aujourd'hui dans l'équilibre de vie de sociétés occidentales développées. Exactement. C'est pas une consommation discrétionnaire comme les autres. Alors,
c'est pas du luxe. On retrouve beaucoup par exemple, de codes du luxe dans les moyens de communication, les moyens de distribution, etc. On voit que les marques sont de plus en plus direct to consumer, donc en gros maîtrisent la totalité de la distribution, etc. On a aussi des collaborations avec des designers, etc., des éditions limitées, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on va retrouver chez les marques de luxe. En revanche, il y a vraiment une grande disparité dans les acteurs de ce secteur. Si je me concentre sur les équipementiers sportifs uniquement, on va avoir 3 grandes catégories d'acteurs. On va avoir les acteurs historiques, les leaders, qui n'ont jamais arrêté d'innover, de proposer des produits de design, technologique, etc. On a une sorte de ventre mou, si je puis dire, d'acteurs historiques qui ont raté le coche sur l'innovation, qui ont arrêté d'investir là où il ne fallait pas. On connaît certains exemples, mais voilà, des Under Armour, Adidas, etc., qui souffrent aujourd'hui d'un manque d'investissement sur l'innovation, sur le produit et sur l'image de marque du coup. Et cette 3e catégorie qui nous intéresse beaucoup également sur les acteurs qui n'étaient pas présents il y a 10 ans ou qui faisaient totalement autre chose et qui proposent un produit de rupture. Que ce soit sur le design, sur la technologie, sur l'image de marque, sur une approche très précise. Et donc là, on retrouve des acteurs qui sont extremement intéressants. Qui apportent de la valeur aujourd'hui? Qui apportent une vraie valeur et qui mangent des parts. Qui sont ces acteurs, Nicolas? Alors, Lululemon, par exemple, On Running, des Oka, vraiment, il y a pas mal de marques qui qu'on voyait absolument pas il y a même, je dis 10 ans, mais il y a même pas 5 ans, et qui aujourd'hui ont des parts de marché qui sont à 2-3% au niveau mondial. Donc c'est assez intéressant. Et donc, dans ces catégories-là, forcément, ils ne sont pas égaux face au pricing power. C'est-à-dire que la première catégorie va avoir la possibilité de passer des hausses de prix assez facilement. L'année dernière, cette catégorie a passé des hausses de prix de 10-15%. Cette année, on attend des hausses de 5-10%. La deuxième catégorie, c'est absolument niet, on ne peut pas, parce que sinon on perd la moitié de la demande. Et la troisième catégorie, qui également a la possibilité, de par le design, etc., cette image de marque très forte, la possibilité de passer des hausses de prix. J'avoue que vous avez cité donc Lululemon, qui est une grande enseigne américaine, bien connue, qui était très américaine. Oui. Je sais, ils ont ouvert une boutique sur les Champs-Élysées il n'y a pas très longtemps. J'avoue que je me suis arrêté pour regarder les prix d'un jogging ou d'un bas ou d'un haut Lululemon. C'est délirant. Oui, c'est du premium luxe, effectivement. Ouais. C'est plus cher que l'habillement courant, quoi. Je veux dire, sans commune mesure. Clairement, mais ça fonctionne. Ça fonctionne très très bien. Le calendrier sportif, c'est toujours un élément important quand on traite du thème du sport. Qu'est-ce qu'on peut dire du calendrier, je ne sais pas, sur les 12 prochains mois? Alors, il y a évidemment en point d'orgue les JO 2024. Bien sûr, j'imagine que ce n'est pas anodin. Ça va être un calendrier favorable. Qu'est-ce qu'on peut dire d'ailleurs de la dynamique que ce type d'événements mondiaux sportifs apporte justement à l'écosystème sur le plan économique? C'est vrai que là, si on prend les 24 mois, sur 24 mois, les populations ont suivi quand même une densité d'événements sportifs internationaux qui était folle. C'est-à-dire qu'on a eu des JO d'été et d'hiver en 6 mois. On a effectivement les JO 2024 l'année prochaine. Et on a de plus en plus... l'externalité n'est pas palpable, elle n'est pas tangible. C'est-à-dire qu'on va avoir des événements qui sont de plus en plus suivis. On a de la donnée là-dessus. Donc, par exemple, des JO, ça peut être 2 à 3 milliards de téléspectateurs uniques. Une Coupe du Monde de cricket qui a lieu en octobre. Je suis sûr que vous allez la suivre aussi. C'est 3 milliards. 2,6 milliards de bon, c'est l'Inde, évidemment, bien sûr. Mais, bien sûr. Et tout le Commonwealth. Voilà, mais ça montre vraiment le potentiel de j'ai jamais vu un match de cricket de ma vie. C'est très long. Et la Coupe du Monde de rugby, par exemple, qui a lieu en France, là, bientôt en septembre, qui peut rassembler 800-900 millions de spectateurs. Donc c'est quelque chose d'important. Après, les externalités, ça peut être les inscriptions en club qui explosent. Et ça ruisselle forcément, désolé pour le terme. Oui, bien sûr, ça ruisselle. Et c'est l'occasion aussi pour les principales marques de montrer leur supériorité, de montrer leurs dernières innovations, etc. Donc ça nourrit ce cycle d'innovation, donc ce qui est vraiment intéressant pour le coup. En termes de dynamique de marché, là, pour le fonds thématique sport chez Montpensier Finance, bon, il y a le thème de la croissance, évidemment, derrière, et c'est vrai qu'on voit depuis le début de l'année. Alors, je mets le mois de janvier à part, parce que c'est vrai que sur 2-3 semaines en janvier, on a eu un mouvement très cyclique. Oui.
Et puis depuis, la croissance visible a très vite repris le haut du pavé. Vous le remarquez, j'imagine, aussi avec la performance du fonds. Alors c'est vrai qu'on est sorti, comme je dis, d'une année 2022 qui était assez impactante, en tout cas pour le secteur. Et c'est vrai qu'on a rebondi, toutes les valeurs qui ont été pas mal impactées l'année dernière ont énormément rebondi cette année, en tout cas depuis octobre, novembre de l'année dernière. Donc aujourd'hui, par exemple, le fonds M-Sport Solutions c'est à plus 15% depuis le début de l'année, contre un MSCI World qui est autour de 5%. Donc ça montre vraiment le retour de ces valeurs-là. Et on pense vraiment que ça va continuer, qu'on est persuadé que ces sociétés ont encore beaucoup de potentiel, surtout quand on voit les discours des sociétés pendant les résultats. Donc non, je pense qu'il y a du potentiel au niveau des valorisations. Ça reste très correct. Ouais. C'est quoi la valo du fonds à peu près, Nicolas? On va être sur une prime de 20% par rapport au marché. Donc c'est pas quelque chose qui est extrêmement violent. Et en face de ça, on a une croissance des BPA, qui est des bénéfices qui est 2-3 fois supérieure à celle du marché. Donc voilà, c'est notre mesure. Merci beaucoup Nicolas, merci d'être venu nous parler sport comme régulièrement on alterne entre sport et climat, les deux thèmes sont passionnants évidemment. Nicolas Kieffer, gérant chez Montpensier Finance, notamment du thème sport. Merci d'avoir été avec nous dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. Ainsi se termine cette émission, on se retrouve demain à 12h30 en direct sur Bismart.